Le petit atelier sentait l'huile pour armes et les copeaux métalliques. Sarah Chen était assise à son établi, ses mains se déplaçant avec une précision acquise par l'expérience, alors qu'elle nettoyait le canon d'un fusil de précision. Les néons bourdonnaient au-dessus d'elle, projetant une lumière blanche sur les rangées d'armes qui tapissaient les murs. Elle faisait ce travail depuis 7 ans, et ses doigts connaissaient chaque courbe, chaque mécanisme, chaque minuscule ressort qui faisait fonctionner ces machines. Dehors, la base militaire bourdonnait de son activité habituelle de l'après-midi. Des soldats couraient d'une formation, leurs bottes frappant le pavé en rythme. Des hélicoptères atterrissaient et décollaient au loin. Mais à l'intérieur de son atelier, Sarah existait dans son propre monde tranquille. Elle aimait ça. Pas de drame, pas de complications, juste elle et les armes qui nécessitaient son attention. Elle avait 29 ans, bien que les gens la trouvent souvent plus jeune. Ses cheveux noirs étaient toujours attachés en une simple queue de cheval et elle portait la même tenue tous les jours. Une chemise de travail grise unie, un pantalon foncé et des bottes de sécurité à embout d'acier. Elle ne se maquillait jamais pour le travail. Cela ne servait à rien quand on passait ses journées couvertes de résidus de poudre et de graisse de machine. Sarah était entrée dans cette carrière presque par accident. Après avoir obtenu son diplôme d'une école technique, elle avait postulé pour un emploi dans une armurerie civile. Le propriétaire, un ancien combattant nommé Marcus, avait vu en elle quelque chose qu'elle n'avait pas vu en elle-même. Il lui avait tout appris sur l'entretien et la réparation des armes à feu. Lorsqu'il avait pris sa retraite, il l'avait recommandé pour un poste à la base militaire. Le salaire était bon, le travail était stable et, surtout, les gens la laissaient tranquille. Ses collègues étaient pour la plupart des hommes et au début, ils avaient été sceptiques. Une jeune femme réparant leur fusil, mais Sarah avait rapidement fait ses preuves. Elle pouvait démonter et remonter une arme plus vite que quiconque dans l'armurerie. Elle pouvait diagnostiquer des problèmes qui laissaient perplexes les techniciens chevronnés. Elle traitait chaque arme qui passait sur son établi avec la même attention minutieuse, qu'il s'agisse d'un pistolet de service standard ou d'un fusil de précision spécialisé valant plus qu'une voiture. La porte de son atelier s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air chaud de l'extérieur. Sarah ne leva pas les yeux. Des soldats venaient et partaient toute la journée, déposant des armes pour l'entretien ou venant chercher celles qu'elle avait terminées. Elle entendit des bottes sur le sol en béton qui s'approchaient de son établi. « Bottes lourdes », remarqua-t-elle. « Quelqu'un de grand. »« J'ai besoin de vous demander quelque chose », dit une voix masculine. Sarah continua à travailler, utilisant une petite brosse pour nettoyer le mécanisme de détente. « Laissez-le sur le comptoir, je m'en occuperai demain. » Il ne s'agit pas d'une réparation. Quelque chose dans son ton la fit marquer une pause. Elle posa ses outils et leva enfin les yeux. L'homme qui se tenait devant son établi était grand, probablement 1,48 m, avec de larges épaules et le genre de confiance tranquille qui venait d'années d'entraînement. Il portait un uniforme de combat standard, mais elle remarqua l'écusson des forces spéciales sur sa manche. Son visage était marqué par le soleil et le vent, avec des pommettes saillantes et des yeux sombres et intenses. Il semblait être dans la trentaine. « Puis-je vous aider ?» demanda Sarah, gardant sa voix neutre. Le soldat l'étudia un instant comme s'il prenait une décision. Puis il prit l'un des tabourets métalliques et s'assit en face d'elle. C'était inhabituel. La plupart des soldats restaient debout, disaient ce qu'ils avaient à dire et s'en allaient. Personne ne s'asseyait jamais dans son atelier. « Mon nom est Capitaine James Morrison », dit-il. « Je fais partie du 75e régiment de Rangers, affecté à une unité d'opération spéciale. » Sarah hocha la tête mais ne parla pas. Elle avait appris que les militaires aimaient établir leurs références avant d'en venir aux faits. « J'ai demandé autour de moi qui était le meilleur technicien en armement de cette base, » continua Morrison. « 3 personnes différentes m'ont donné votre nom. Elles ont dit que si quelqu'un connaissait les armes, c'était vous. »« Je fais mon travail, » dit Sarah simplement.
J'en suis sûr. Morrison se pencha légèrement en avant. J'ai besoin de vous poser une question spécifique, quelque chose qui pourrait sembler fou. Sarah sentit une petite étincelle de curiosité. En 7 ans, elle pensait avoir entendu toutes les questions possibles sur les armes. Allez-y. Morrison sembla choisir ses mots avec soin. J'ai besoin de savoir s'il est physiquement possible de faire un tir létal confirmé à 3800 mètres. Sarah cligna des yeux. Elle posa le mécanisme de détente qu'elle tenait. 3800 mètres, c'était plus de 2 miles. C'était une distance absurde pour un tir de fusil. C'est impossible, dit-elle immédiatement. Est-ce vraiment le cas? Les yeux de Morrison étaient fixés sur les siens. Je ne demande pas si c'est facile. Je ne demande pas si c'est probable. Je demande si c'est possible. Si toutes les conditions étaient parfaites, si le tireur était suffisamment habile, si l'arme était calibrée exactement comme il faut, est-ce que cela pourrait être fait? L'esprit de Sarah travaillait déjà sur les calculs. Elle pensa à la chute de la balle, à la dérive due au vent, à l'effet Coriolis, à la densité de l'air, à la température. À cette distance, une balle serait en vol pendant plusieurs secondes. La cible aurait le temps de bouger. Une légère brise pousserait le projectile de plusieurs dizaines de pieds hors cible. « Pourquoi me posez-vous cette question? » dit-elle. Morrison hésita. « Parce que quelqu'un prétend avoir fait ce tir, et j'ai besoin de savoir s'il dit la vérité ou s'il raconte des bêtises. » Qui a fait cette affirmation? Je ne peux pas vous le dire. Pas encore. Sarah prit un chiffon de nettoyage et s'essuya les mains, pensant que le record mondial actuel pour un tir de sniper létal confirmé était d'environ 3500 mètres, réalisé par un sniper des forces spéciales canadiennes en Irak. Elle l'avait lu dans un journal militaire. Le tir avait exigé une habileté incroyable, des conditions météorologiques parfaites et un peu de chance. Mais 3800 mètres, c'était 300 mètres de plus. Le tir létal confirmé le plus long enregistré est d'environ 3500 mètres, dit Sarah. Cela a été fait avec un fusil Macmillan TAC-50 tirant des cartouches de calibre .50. La balle est restée en l'air pendant plus de 10 secondes. À 3800 mètres, vous ajoutez quelques secondes de temps de vol supplémentaire. Chaque fraction de seconde augmente les variables. Morrison écoutait attentivement. « Mais vous ne dites pas que c'est impossible. Je dis que la physique devient extrêmement difficile à cette portée. Vous ne combattez pas seulement la gravité et le vent. La rotation de la Terre affecte la trajectoire de la balle. La pression atmosphérique à votre emplacement compte. La température compte. L'altitude compte. Une différence de 1 degré de température peut changer votre point d'impact de plusieurs centimètres. Qu'en est-il du fusil lui-même? Demanda Morrison. Sarah réfléchit. Il faudrait au minimum un fusil de calibre .50. Quelque chose comme un Barrett M42 ou un Macmillan TAC-50. Les cartouches devraient être des munitions de qualité match, pas des munitions militaires standard. Chaque balle devrait être presque identique en poids et en forme. Et la lunette, il faudrait les meilleures optiques de qualité militaire disponibles. Quelque chose qui puisse maintenir le zéro à des distances extrêmes. Et même alors, à 3100 mètres, vous ne voyez pas vraiment votre cible clairement. Vous voyez un mirage thermique ou une ombre. Morrison hocha lentement la tête. Et le tireur? Sarah rencontra son regard. Le tireur devrait être exceptionnel, de classe mondiale. Il devrait comprendre la dérive latérale, l'élévation et une douzaine d'autres facteurs dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Il lui faudrait des mains fermes, une maîtrise parfaite de la respiration et la patience d'attendre le moment précis. « Vous avez l'air de vous y connaître beaucoup en tir à longue distance, » observa Morrison. « Je connais les armes, je connais la mécanique. C'est mon travail. » « Avez-vous déjà tiré à cette distance? » Sarah secoua la tête. « Je suis une technicienne, pas une tireuse d'élite. Je répare les armes, d'autres les serrent.
Morrison se leva du tabouret. Il semblait satisfait de ses réponses, bien qu'elle ne soit pas sûre de ce qu'il cherchait. « Merci pour votre temps. Vous m'avez été très utile. »« Capitaine Morrison, » dit Sarah avant qu'il ne puisse partir, « pourquoi est-ce si capital? Pourquoi avez-vous besoin de savoir si ce tir était possible? » Il se retourna pour la regarder. Pendant un instant, elle vit quelque chose dans son expression qu'elle ne put déchiffrer. De la préoccupation peut-être ou de l'inquiétude. Parce que si quelqu'un a vraiment fait ce tir, dit-il tranquillement, alors nous devons le trouver. Soit c'est le tireur le plus habile au monde, soit il ment sur quelque chose de très important. Dans tous les cas, j'ai besoin de connaître la vérité. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. Si vous pensez à autre chose, quoi que ce soit, venez me trouver. Je suis dans le bâtiment 7. Puis il fut parti, laissant Sarah seule dans son atelier avec ses outils et ses pensées. Elle regarda les pièces de fusil étalées sur son établi. 3800 mètres. Le nombre ne cessait de tourner dans son esprit. Elle avait dit la vérité à Morrison. Un tel tir était théoriquement possible, mais la théorie et la réalité étaient des choses très différentes. Elle reprit ses outils et se remit au travail, mais sa concentration était rompue. Elle ne cessait de penser à cette distance impossible, à la personne qui prétendait avoir fait le tir et à la raison pour laquelle un capitaine des forces spéciales viendrait la chercher pour obtenir des réponses. Sarah avait passé 7 ans à éviter les complications, à éviter les drames, à rester discrète et à faire son travail. Mais quelque chose lui disait que sa vie tranquille était sur le point de devenir beaucoup plus intéressante. Sarah ne pouvait s'empêcher de penser à sa conversation avec le capitaine Morrison. Ce soir-là, après son service, elle se rendit à la bibliothèque de la base au lieu de rentrer directement chez elle. La bibliothèque était un petit bâtiment près des bureaux administratifs, principalement utilisé par les soldats étudiants pour les examens de promotion ou recherchant l'histoire militaire. Sarah n'y était allée qu'une poignée de fois en 7 ans. La bibliothécaire, une femme âgée nommée Madame Patterson, parut surprise de la voir. « Sarah Chen, n'est-ce pas, de l'armurerie? »« Oui, madame. Je cherche des informations sur les records de tir à longue distance, des revues militaires, peut-être des manuels de sniper si vous en avez. » Les sourcils de Madame Patterson se levèrent légèrement, mais elle ne posa pas de questions. Elle conduisit Sarah à une section à l'arrière où étaient conservées les publications militaires. Ce sont tous des documents non classifiés, bien sûr. Les documents classifiés sont conservés ailleurs, mais il y a beaucoup de choses ici sur le tir de précision et les techniques de tir. Sarah passa 2 heures à lire. Elle trouva l'article sur le sniper canadien qui avait réalisé le tir à 3500 mètres. Elle lut sur le sniper britannique qui détenait le record précédent à 2400 mètres. Elle étudia les tableaux balistiques et les techniques de lecture du vent. Plus elle lisait, plus elle était convaincue qu'un tir à 3800 mètres exigerait non seulement de l'habileté, mais des conditions presque parfaites et un élément de chance qui ne pouvait être contrôlé. Quand elle quitta enfin la bibliothèque, le soleil se couchait. La base était plus calme maintenant. La plupart des soldats étant soit au réfectoire, soit dans leur baraquement. Sarah retourna lentement à son petit appartement en bordure de la base, son esprit tournant toujours autour des calculs. Elle vivait seule dans une unité d'une chambre, logement militaire standard. Les meubles étaient basiques mais fonctionnels. Les murs étaient nus à l'exception d'un calendrier et d'une seule photographie de ses parents, décédés dans un accident de voiture quand elle avait 23 ans. Elle n'avait pas de frères et de sœurs, pas de proches parents. Son travail était sa vie et elle s'en était contentée. Sarah réchauffa des restes de riz et de légumes pour le dîner, mangeant machinalement en fixant l'écran de son ordinateur portable. Elle avait ouvert un programme de calcul balistique, y entrant des chiffres. Vitesse du vent, poids de la balle, vitesse initiale, température de l'air, altitude. À 3800 mètres, même un vent de 8 km
pousserait une balle de plusieurs pieds hors cible. Le tireur devrait compenser cela, plus la chute de la balle, plus l'effet Coriolis. Elle était si absorbée par ses calculs qu'elle n'entendit presque pas le coup à sa porte. Quand il se reproduisit, plus fort cette fois, elle se leva et regarda par le judas. Le capitaine Morrison se tenait dehors. Sarah ouvrit la porte, surprise. « Capitaine, comment avez-vous su où j'habitais? » « J'ai demandé autour de moi, » dit-il. « Puis-je entrer? J'ai besoin de vous parler. » Sarah hésita, puis s'écarta. Morrison entra, ses yeux parcourant rapidement son petit appartement. Il remarqua l'ordinateur portable sur la table, le programme balistique toujours ouvert à l'écran. « Vous avez fait des recherches, » observa-t-il. « J'étais curieuse, » admit Sarah. « Votre question cet après-midi m'a fait réfléchir. Je voulais comprendre si ce que vous décriviez était même de loin possible. » Morrison s'assit à sa petite table de cuisine sans y être invité. Il y avait quelque chose de différent chez lui maintenant, moins formel qu'il ne l'avait été dans son atelier. Il avait l'air fatigué, comme s'il avait été éveillé pendant de longues heures. « Je dois être honnête avec vous sur quelque chose, » dit-il. « La raison pour laquelle je suis venu à votre atelier aujourd'hui n'était pas un hasard. Je vous observe travailler depuis 3 semaines. » Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. « M'observer? Pourquoi? » « Parce que nous enquêtons sur quelque chose et que votre nom est apparu en relation avec cela. Non pas comme suspecte, ajouta-t-il rapidement, voyant l'alarme sur son visage, mais comme quelqu'un qui pourrait avoir des informations sans le savoir. Je ne comprends pas. » Morrison se pencha en avant, sa voix basse et sérieuse. « Il y a 6 mois, lors d'une opération classifiée en territoire hostile, quelqu'un a fait un tir impossible. Ils ont éliminé une cible de grande valeur à une distance qui n'aurait pas dû être possible. Le tir est sauvé des vies américaines. Mais voici le problème. Nous ne savons pas qui l'a fait. » Sarah s'assit en face de lui, son cœur battant plus vite. « Comment ne pouvez-vous pas savoir? Ne suivez-vous pas vos propres snipers? Ce tir ne provenait d'aucune de nos positions officielles de tireurs d'élite. Il venait d'un endroit complètement différent, d'un endroit que nous n'avions pas sécurisé. Après l'opération, nous avons fouillé la zone. Nous avons trouvé un fusil, un Barrett M82, mais il avait été entièrement nettoyé. Pas d'empreintes digitales, pas d'ADN, rien. Celui qui a fait ce tir a disparu comme un fantôme. Et vous pensez que le tir était à 3800 mètres? Nous avons fait les calculs basés sur l'endroit où le fusil a été trouvé et où la cible était située. 3800 mètres, à 50 mètres près. C'est le tir létal confirmé le plus long jamais réalisé, et nous n'avons aucune idée de qui l'a fait. L'esprit de Sarah s'emballait. Mais pourquoi venir me voir? Je répare des armes. Je ne tire pas avec à cette distance. Morrison sortit une photographie de sa poche de veste et la posa sur la table. Elle montrait le fusil Barrett qui avait été trouvé. Sarah la prit, l'étudiant attentivement. Même sur la photographie, elle pouvait voir certains détails. La lunette était une Schmidt & Bender haut de gamme. Le bipied avait été personnalisé. Il y avait de petites éraflures sur le récepteur qui ressemblaient à des marques d'outils. « Reconnaissez-vous quelque chose sur cette arme? » demanda Morrison. Sarah regarda de plus près. Il y avait quelque chose de familier dans ces marques d'outils. Elle avait déjà vu des éraflures similaires, celles laissées par un type spécifique de clé d'armurier qu'elle utilisait dans son atelier, mais des milliers de techniciens utilisaient des outils similaires. « Je ne suis pas sûr, » dit-elle prudemment. « Regardez le montage de la lunette, la façon dont elle a été ajustée. » Sarah examina la photographie plus attentivement. La lunette avait été montée avec une extrême précision. Les anneaux étaient parfaitement alignés et il y avait une fine bande de ce qui ressemblait à un rembourrage en caoutchouc entre la lunette et la surface de montage. C'était une technique qu'elle utilisait elle-même pour prévenir les vibrations et maintenir le calibrage à 0.
Quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il faisait a travaillé sur ce fusil, dit Sarah lentement. Le montage est de qualité professionnelle, en fait, mieux que professionnel. Nos propres armuriers l'ont examiné. Ils ont dit la même chose. Ils ont également dit que la technique utilisée pour monter cette lunette est similaire à la façon dont vous montez les lunettes dans votre atelier. Sarah posa la photographie, se sentant sur la défensive. Je ne suis pas la seule personne à utiliser cette technique. C'est une pratique courante pour le travail de précision. Vous avez raison, mais voici ce qui vous rend intéressante pour nous. 3 mois avant cette opération, ce même fusil Barrett est passé par votre atelier pour un entretien. Nous avons les dossiers. Sarah réfléchit. Elle travaillait sur des dizaines d'armes chaque semaine, des centaines chaque mois. J'entretiens toutes les Barrett de cette base, cela ne signifie rien. Peut-être pas. Mais 2 semaines avant l'opération, ce fusil a été sorti de l'armurerie. La signature sur le formulaire de sortie était illisible. La personne qui l'a pris ne l'a jamais rapporté. Au lieu de cela, il est apparu sur un champ de bataille à 5000 km de distance après avoir été utilisé pour faire un tir impossible. Sarah se leva, se sentant soudain en colère. « M'accusez-vous d'avoir volé un fusil et de me retrouver d'une manière ou d'une autre dans une zone de combat? Je suis une contractuelle civile. Je n'ai pas l'habilitation pour les opérations. Je n'ai pas la formation pour ce genre de mission. Je n'ai même jamais quitté cette base, sauf pour rentrer chez moi. » Morrison leva les mains. « Je ne vous accuse de rien. Mais je vous demande si vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de ce fusil lorsque vous avez travaillé dessus. Est-ce que quelqu'un y a montré un intérêt particulier? Quelqu'un vous a-t-il posé des questions spécifiques sur la précision à longue distance? » Sarah se força à se calmer et à réfléchir. Elle se dirigea vers son petit comptoir de cuisine et se versa un verre d'eau, buvant une longue gorgée. Morrison attendit patiemment. « Je me souviens de ce fusil, » dit finalement Sarah. « Il m'est venu parce que la lunette perdait son zéro. Le tireur qui l'utilisait se plaignait que son point d'impact se décalait. J'ai tout vérifié. La lunette, le montage, le bedding du canon. J'ai trouvé une fissure capillaire dans l'un des anneaux de la lunette. Je l'ai remplacé et j'ai recalibré l'ensemble du système. L'avez-vous testé? Non, je ne teste pas les fusils. Je les répare et les renvoie. Les tireurs les testent sur le champ de tir. Quelqu'un d'autre y a-t-il travaillé à part vous? Sarah réfléchit attentivement. Non, j'ai travaillé dessus seul pendant 2 jours. Quand j'ai eu fini, je l'ai enregistré de nouveau dans le système et je l'ai laissé dans la zone de stockage sécurisée pour la récupération. Morrison hocha la tête, prenant des notes mentales. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Qui l'a récupéré? Je ne sais pas. Une fois que j'ai fini de travailler sur une arme, elle retourne au stockage général. Celui qui l'a vérifié aurait traité avec le bureau principal de l'armurerie, pas avec moi. Et vous n'avez rien remarqué d'autre d'inhabituel? Personne qui traînait dans votre atelier plus que d'habitude? Personne ne posant des questions détaillées sur la balistique ou le tir à longue distance? Sarah commença à secouer la tête puis s'arrêta. Il y avait eu quelqu'un, un soldat qu'elle n'avait jamais vu auparavant, qui était venu dans son atelier environ 1 semaine après qu'elle eût fini de travailler sur ce Barrett. Il lui avait posé des questions techniques sur les calculs de dérive dus au vent et la chute de la balle à des portées extrêmes. Elle avait pensé que c'était juste de la curiosité professionnelle à l'époque. « Il y avait quelqu'un, » dit-elle lentement. « Je ne connais pas son nom. Il était jeune, peut-être 25 ou 26 ans. Taille moyenne, corps athlétique. Il avait un tatouage sur l'avant-bras gauche, je m'en souviens. Une sorte de boussole, un motif. » L'expression de Morrison s'aiguisa d'intérêt. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Il voulait savoir comment calculer la dérive due au vent à des distances de plus de 3000 mètres. Il a posé des questions sur l'effet Coriolis et l'impact qu'il aurait sur un tir. Il semblait déjà très bien informé, comme s'il confirmait des informations plutôt que de les apprendre pour la première fois. Le lendemain matin,
Sarah arriva à son atelier tôt. Elle avait à peine dormi, son esprit rejoint la conversation avec le capitaine Morrison encore et encore. La base se réveillait à peine lorsqu'elle déverrouilla sa porte et alluma les lumières. Tout semblait identique à d'habitude. Ses outils soigneusement organisés sur le panneau perforé. Les armes attendant l'entretien alignées sur le comptoir. L'odeur familière d'huile pour armes et de métal. Mais rien ne semblait plus pareil. Elle essaya de se concentrer sur son travail, démontant une carabine M4 qui avait besoin d'un nouveau percuteur. Ses mains accomplissaient les gestes familiers, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle ne cessait de penser à ce soldat avec le tatouage de boussole, essayant de se souvenir de plus de détails sur son visage ou sa voix. Pourquoi avait-il été si intéressé par les calculs de tir à longue portée extrême? Était-il celui qui avait fait ce tir? Vers 10 heures, le capitaine Morrison arriva avec un autre homme que Sarah ne reconnut pas. Le deuxième homme était plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux gris coupés courts à la militaire et des yeux bleus perçants qui ne semblaient rien manquer. Il portait des vêtements civils, un pantalon kaki et une chemise boutonnée. « Sarah Chen, voici l'agent David Foster », dit Morrison. Il fait partie de la division des enquêtes criminelles de l'armée. Sarah sentit son estomac se nouer. « Suis-je sous enquête? » Foster lui sourit légèrement. « Non, mademoiselle Chen. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec la nôtre. Le capitaine Morrison me dit que vous avez peut-être parlé à une personne d'intérêt dans notre affaire. Le soldat avec le tatouage? Exactement. J'ai amené un dessinateur. Nous aimerions que vous le décriviez avec le plus de détails possible. » Pendant les 2 heures suivantes, Sarah s'assit dans son atelier avec un jeune caporal étonnamment talentueux en dessin. Elle décrivit le visage du soldat, sa mâchoire anguleuse, son nez légèrement tordu qui semblait avoir été cassé au moins une fois, ses yeux bruns un peu trop rapprochés. Le crayon du caporal se déplaçait sur le papier, effaçant et redessinant jusqu'à ce que Sarah acquiesce finalement. C'est lui. C'est aussi proche que je puisse me souvenir. Foster prit le croquis et l'étudia attentivement. « Vous êtes sûr pour le tatouage? Un motif de boussole sur son avant-bras gauche? » Oui, c'était un travail détaillé, professionnel, pas comme le tatouage grossier que certains soldats se font faire à l'étranger. Celui-ci avait l'air d'avoir été fait par un véritable artiste. Morrison et Foster échangèrent un regard que Sarah ne put interpréter. Foster sortit son téléphone et prit une photo du croquis, puis commença immédiatement à taper un message. « Nous allons passer cela dans nos bases de données, » dit Foster. « Voir si nous pouvons le faire correspondre à quelqu'un qui avait accès à ce fusil ou des informations sur l'opération. En attendant, mademoiselle Chen, je vous demande de réfléchir attentivement à la conversation que vous avez eue avec cet individu. A-t-il dit quelque chose qui semblait étrange ou déplacé? Quelque chose qui pourrait indiquer quels étaient ses plans? » Sarah ferma les yeux, se forçant à se souvenir. Le soldat avait été poli, professionnel. Il l'avait remercié pour les informations sur les calculs de vent. Il avait mentionné qu'il voulait être préparé à toute situation. Et qu'il y avait eu une autre chose, quelque chose qu'elle avait presque oublié. Il m'a posé des questions sur les tirs à canon froid, dit Sarah soudain. Il voulait savoir à quel point le premier tir d'un canon froid différerait des tirs suivants. C'est une question assez spécifique, observa Morrison. La plupart des gens ne s'inquiètent pas de ce niveau de détail. Morrison se pencha en avant. Un tir à canon froid, c'est important. Dans une situation de combat, un sniper pourrait ne pas avoir le temps de faire des tirs de chauffe. Il devrait faire confiance au premier tir d'un canon froid. Ce qui signifie qu'il planifiait un scénario où il n'aurait qu'une seule chance, ajouta Foster. Un seul tir, un seul mort, avec une arme qui n'avait pas été tirée récemment. Les implications planaient dans l'air. Sarah sentit un frisson la traverser. Elle avait aidé cette personne, lui avait donné des informations qui auraient pu être utilisées dans ce qu'il avait fait. Cette pensée la rendit mal à l'aise. « Je répondais juste à des questions techniques, » dit-elle sur la défensive. « Les gens me posent des questions comme ça tout le temps. »
Je n'avais aucune idée qu'il planifiait quoi que ce soit. Nous le savons, dit Morrison gentiment. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'il a fait avec l'information, mais vous nous avez peut-être aidé à l'identifier, ce qui est énorme. Le téléphone de Foster vibra. Il le regarda, puis montra l'écran à Morrison. Sarah ne put voir ce qui s'y trouvait, mais l'expression de Morrison s'assombrit. Nous devons poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé, dit Foster. Mademoiselle Chen, cela vous dérangerait-il de venir avec nous dans une salle de briefing sécurisée? 20 minutes plus tard, Sarah se retrouva dans une pièce sans fenêtre du bâtiment de renseignement de la base. Elle n'avait jamais été dans cette partie de la base auparavant. La pièce avait une grande table, plusieurs chaises et des murs qui semblaient assez épais pour bloquer tout signal électronique. Morrison ferma la porte derrière eux, avec un bruit sourd. Foster ouvrit un ordinateur portable et le tourna vers Sarah. À l'écran se trouvait un dossier de personnel militaire avec une photographie. Sarah sentit son souffle se couper. C'était lui, le soldat avec le tatouage de boussole, bien que ses cheveux soient plus courts sur la photo et qu'il soit en uniforme de cérémonie complet. Sergeant-chef Ryan Kowalski, dit Foster, âgé de 28 ans, membre du 75e régiment de Rangers, tireur d'élite très décoré avec 3 déploiements au combat. Il a disparu il y a 7 mois, environ 2 semaines avant cette opération où le tir impossible a été réalisé. Disparu? Sarah regarda Morrison et Foster. Vous voulez dire qu'il a déserté? Nous ne sommes pas sûrs de ce qui s'est passé, dit Morrison. Kowalski était l'un des meilleurs snipers de l'armée. Il détenait plusieurs records de tir. Il devait être déployé avec son unité, mais il ne s'est jamais présenté pour le transport. Sa chambre dans les baraquements était vide. Ses effets personnels avaient disparu. Nous le recherchons depuis. Sarah étudia la photographie plus attentivement. Sur la photo, Kowalski avait l'air confiant et capable, avec l'attitude de quelqu'un qui savait exactement qui il était et ce qu'il pouvait faire. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose que Sarah ne pouvait pas nommer. Une distance peut-être, comme s'il regardait quelque chose de très loin. Pourquoi quelqu'un comme lui disparaîtrait-il? Demanda-t-elle. Foster ouvrit un autre dossier. C'est ce que nous essayons de comprendre. Kowalski venait d'une famille militaire. Son père était militaire. Son grand-père était militaire. Il avait un casier judiciaire vierge. Pas de problèmes disciplinaires, pas de problèmes financiers. Rien qui indiquerait qu'il planifiait de faire des faux, sauf... Morrison ajouta, 3 mois avant sa disparition, quelque chose s'est passé. L'unité de Kowalski a été impliquée dans une opération qui a mal tourné. Ils fournissaient une couverture pour un convoi lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade. Le convoi a été lourdement touché. Plusieurs soldats ont été tués, y compris l'observateur de Kowalski, un jeune homme nommé Danny Martinez. Son observateur? Demanda Sarah. Dans les équipes de snipers, il y a toujours 2 personnes, expliqua Morrison, le tireur et l'observateur. L'observateur fait les calculs, surveille les changements de vent, aide le tireur à faire des ajustements. Martinez et Kowalski avaient travaillé ensemble pendant 2 ans. Ils étaient des amis proches. Après la mort de Martinez, les gens ont remarqué que Kowalski avait changé. Il est devenu plus silencieux, plus replié sur lui-même. Il passait des heures sur le champ de tir, pratiquant des tirs de plus en plus longs. Foster ouvrit un autre dossier, montrant cette fois des rapports d'après-action. Voici ce qui est intéressant. L'embuscade qui a tué Martinez est survenue à cause de mauvais renseignements. Quelqu'un a fourni des informations erronées selon lesquelles la route était dégagée. Le convoi est tombé directement dans une zone de tir mortel. Ce fut un désastre. 8 soldats sont morts ce jour-là. Et vous pensez que Kowalski a blâmé quelqu'un pour cela? Demanda Sarah. Nous pensons qu'il voulait des réponses. Et quand il ne les a pas obtenues par les voies officielles, il a décidé de les trouver lui-même. Morrison sortit un dossier et l'ouvrit sur la table.
À l'intérieur se trouvaient des photos de surveillance de divers endroits, aéroports, passages frontaliers, villes étrangères. Après la disparition de Kowalski, nous avons commencé à suivre une activité inhabituelle. Quelqu'un avec une formation militaire se déplaçait à travers divers pays, toujours en avance sur nos services de renseignement. 3 fois, nous avons failli l'attraper, mais il a disparu avant que nous puissions arriver. Et puis vint l'opération il y a 6 mois, continua Foster. Une cible de grande valeur a été localisée en territoire hostile. Cette cible était connue pour être liée au groupe qui avait tendu l'embuscade au convoi de Kowalski. Nous avons planifié une opération majeure pour le capturer. Mais avant que notre équipe ne puisse intervenir, quelqu'un a pris le tir de 3800 mètres de distance. La cible a été éliminée instantanément. Notre équipe a fouillé la zone et a trouvé le fusil, mais pas le tireur. Sarah a eu l'impression d'assembler un puzzle. Vous pensez que c'était Kowalski? Vous pensez qu'il a découvert qui était responsable de la mort de son ami et qu'il l'a traqué? C'est notre théorie, dit Morrison. Mais voici le problème. Cette cible n'était pas un simple combattant ennemi. C'était un atout majeur du renseignement. Nous avions besoin de lui vivant pour l'interrogatoire. Sa mort a retardé nos opérations de renseignement dans cette région de plusieurs mois. Si Kowalski a vraiment fait ce tir, il a désobéi aux ordres et compromis une mission critique. Mais il a aussi sauvé des vies, fit remarquer Sarah. Vous avez dit que le tir avait sauvé des soldats américains. Oui, monsieur, admit Foster. Lorsque la cible a été tuée, ses forces se sont dispersées dans la confusion. Notre équipe a pu s'extraire sans perte. Si Kowalski n'avait pas pris ce tir, nous aurions fait face à une forte résistance en allant capturer la cible. Certains de nos hommes auraient pu mourir. Donc, en ce sens, oui, il a sauvé des vies, mais il a aussi détruit des renseignements précieux et agi de manière complètement non officielle pour le faire. Sarah se laissa tomber sur sa chaise, essayant de tout assimiler. Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je vous ai donné sa description. Vous savez déjà qui il est. Morrison et Foster se regardèrent de nouveau, ayant une conversation silencieuse. Finalement, Morrison parla. Nous voulons que vous nous aidiez à le trouver. Nous pensons qu'il pourrait revenir. Revenir? Pourquoi reviendrait-il ici? Pendant les 2 semaines suivantes, la vie de Sarah devint une étrange représentation. Elle allait travailler tous les jours à son heure habituelle, entretenait les armes avec sa précision habituelle et parlait aux soldats avec son professionnalisme tranquille habituel. Mais tout était différent maintenant. Tout était surveillé. Le capitaine Morrison avait installé de petites caméras dans son atelier, cachées dans les lumières suspendues et le système de ventilation. Son téléphone avait été équipé d'un logiciel de suivi et d'enregistrement. 2 agents de la division des enquêtes criminelles en civil se relayaient pour s'asseoir dans un véhicule en face de son immeuble, surveillant tous ceux qui entraient et sortaient. Sarah sentait constamment le poids de leur présence. Même si elle les voyait rarement, Foster lui avait donné des instructions spécifiques. Maintenez votre routine normale. N'agissez pas de manière suspecte. Et si quelqu'un vous contacte en posant des questions inhabituelles, essayez de le maintenir en conversation tout en signalant de l'aide. Sarah avait un bouton de panique dans sa poche qui ressemblait à une télécommande de clé de voiture. Une seule pression et l'équipe de Morrison serait là en quelques minutes. L'attente était épuisante. Sarah se retrouvait à analyser chaque personne qui entrait dans son atelier, se demandant si cela pouvait être Kowalski déguisé. Elle sursautait aux bruits inattendus. Elle avait du mal à dormir. Allongée éveillée dans son appartement, se demandant si tout cela était inutile. Peut-être Kowalski était-il à l'autre bout du monde. Peut-être ne reviendrait-il jamais. Le 16e jour, quelque chose changea. Sarah travaillait sur un mécanisme de culasse particulièrement récalcitrant lorsqu'elle remarqua une ombre tomber sur son établi. Elle leva les yeux et découvrit une jeune femme debout là, quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La femme avait probablement la vingtaine,
avec de longs cheveux foncés attachés en une tresse. Elle portait un jean et une veste verte unie. Il n'y avait rien de particulièrement remarquable chez elle, sauf ses yeux. Ils étaient perçants et observateurs, enregistrant chaque détail de l'atelier. « Puis-je vous aider ?» demanda Sarah, gardant sa voix neutre. « J'espère, » dit la femme. Elle avait un léger accent, peut-être d'Europe de l'Est. « Je cherche quelqu'un qui comprend vraiment les armes à feu, pas seulement l'entretien de base, mais quelqu'un qui connaît la science derrière la précision à longue portée. » Sarah sentit son pouce s'accélérer. C'était exactement le genre d'approche dont Morrison l'avait averti. Sa main se dirigea subtilement vers sa poche où le bouton de panique attendait. « Je fais du travail de précision, » dit Sarah prudemment. « De quoi avez-vous exactement besoin? » La femme sortit un morceau de papier plié de sa veste et le posa sur l'établi. Sarah le déplia et se retrouva face à des spécifications techniques détaillées pour un fusil Macmillan TAC-50, complète avec des calculs de chute de balle et de dérive dues au vent à des portées extrêmes. Les chiffres montaient jusqu'à 4000 mètres. « Où avez-vous eu ça? » demanda Sarah. « De quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui veut savoir si ses calculs sont corrects. » Les yeux de la femme ne quittèrent jamais le visage de Sarah. « Il a dit qu'il y a une technicienne sur cette base qui comprendrait ce que ces chiffres signifient. Il a dit qu'elle est la meilleure dans ce qu'elle fait. » Les doigts de Sarah trouvèrent le bouton de panique dans sa poche. « Qui est cette personne? »« Je pense que vous savez qui il est. Il a dit que vous avez parlé une fois de tir à canon froid et de calcul de vent. Il a dit que vous étiez serviable et ne posiez pas trop de questions. » « Kowalski, » dit Sarah tranquillement. La femme ne confirma ni ne nia le nom, mais son expression changea légèrement. « Il a besoin de savoir si un tir à cette distance est possible. Il a besoin de quelqu'un pour vérifier son travail avant qu'il ne tente le coup. » Sarah regarda de nouveau les calculs. Ils étaient incroyablement détaillés, tenant compte de variables que la plupart des tireurs ne considéraient même jamais. L'effet Magnus sur les ballons en rotation, les changements de pression atmosphérique à haute altitude, même la phase de la Lune et comment cela pourrait affecter la visibilité. C'était le travail de quelqu'un obsédé par la perfection. « Ces calculs sont pour la plupart corrects, » dit Sarah lentement, gagnant du temps. Le bouton de panique était maintenant enfoncé, caché dans sa poche. L'équipe de Morrison devait être en mouvement. Mais il y a quelques ajustements à faire. Le calcul de l'effet Coriolis est légèrement erroné. À cette latitude, vous devez tenir compte d'une dérive supplémentaire de 15 cm. La femme écouta attentivement, et Sarah remarqua quelque chose. Sa main droite était dans la poche de sa veste, et de la façon dont le tissu pendait, il y avait quelque chose de lourd là-dedans, une arme probablement. « Pouvez-vous noter les corrections? » demanda la femme. Sarah prit un stylo, son esprit s'emballant. Elle devait maintenir cette personne en conversation. Elle devait donner le temps à l'équipe de Morrison de se positionner. Ces calculs, ils sont pour une cible spécifique, n'est-ce pas? Pas juste théorique. Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance si quelqu'un projette d'enfreindre la loi. Je répare des armes, mais je n'aide pas les gens à commettre des crimes. L'expression de la femme se durcit. Ce qu'il planifie n'est pas un crime. C'est la justice. L'homme qu'il cible est responsable de la mort de personnes innocentes. Votre gouvernement le connaît, mais n'agira pas à cause de la politique et de la diplomatie. Alors, quelqu'un doit faire un tir à 4000 mètres. C'est impossible. Même avec des conditions parfaites, les variables sont trop nombreuses. La balle serait dans l'air pendant plus de 10 secondes. Tout pourrait arriver. Pas impossible, dit la femme. Difficile, oui, mais pas impossible pour quelqu'un avec son habileté. Il a déjà prouvé qu'il pouvait faire des tirs que d'autres pensent impossibles. Sarah entendit des pas à l'extérieur de son atelier. Des bottes lourdes se déplaçant rapidement. La femme les entendit aussi. Sa main serra plus fort ce qu'elle avait dans sa poche. « Vous les avez signalés, » dit la femme, sa voix froide.
Il a dit que vous pourriez le faire, mais j'espérais que non. Je n'aide pas les gens à faire du mal aux autres, peu importe à quel point ils pensent être justifiés. La femme recula vers la porte, sortant un pistolet de sa poche. Le cœur de Sarah battait la chamade, mais elle se força à rester calme. La femme ne pointait pas l'arme sur elle, elle la tenait juste prête. « Dites-leur ceci, » dit la femme. « Ryan Kowalski n'est pas un criminel. C'est un soldat qui a été trahi par le système qui l'a servi. Il a vu son meilleur ami mourir parce que quelqu'un a fait une erreur et personne n'a été tenu responsable. Il a passé des mois à traquer les responsables et il les a empêchés de tuer plus d'Américains. Vos gens devraient le remercier, pas le chasser. » « Alors il devrait se rendre, » dit Sarah. « Qu'il raconte son histoire officiellement. Le capitaine Morrison a promis qu'il aurait une audience équitable. » La femme rit amèrement. « Une audience équitable? Ils l'enfermeront et jetteront la clé pour avoir désobéi aux ordres. Non, Ryan a une dernière chose à faire. Une dernière personne qui doit répondre de ce qui s'est passé. Après cela, peut-être qu'il se rendra, mais pas avant. » La porte de l'atelier s'ouvrit en trombe. Le capitaine Morrison et 2 agents de la division des enquêtes criminelles se précipitèrent, armes au poing. La femme se retourna vers eux, et pendant un terrible moment, Sarah pensa qu'il y aurait des tirs. Mais la femme fut trop rapide. Elle lança quelque chose aux agents. Une grenade fumigène qui explosa dans un épais nuage de fumée grise. Au moment où elle se dissipa, elle avait disparu. Morrison courut après elle, mais Sarah savait que c'était inutile. Qui que soit cette femme, elle avait soigneusement planifié sa voie d'évasion. Morrison revint 5 minutes plus tard, haletant et en colère. Elle avait une moto qui l'attendait 2 pâtés de maison plus loin. Nous l'avons perdue dans la circulation. Il se tourna vers Sarah. « Vous allez bien? »« Je vais bien. Elle ne m'a pas menacé directement. Elle voulait juste que je vérifie les calculs de Kowalski. » Foster arriva peu après, accompagné d'une équipe de criminalistique qui commença à examiner l'atelier de Sarah pour des preuves. Sarah s'assit sur son tabouret, tenant toujours le papier avec les calculs, pendant que les agents prenaient des photographies et collectaient des échantillons. « Qu'est-ce qu'elle a dit? » demanda Foster, s'asseyant en face d'elle. « Chaque détail, tout ce dont vous pouvez vous souvenir. » Sarah répéta la conversation mot pour mot. Les expressions de Morrison et de Foster devinrent de plus en plus graves à mesure qu'elle parlait. « 4000 mètres, » dit Morrison quand elle eut fini. Il prépare un autre tir, encore plus long que le précédent. Qui pourrait-il cibler? Foster sortit son téléphone et commença à passer des appels. Sarah entendit des fragments de sa conversation. Escalader à la plus haute priorité. Menace potentielle pour une cible de grande valeur. Besoin de surveillance par satellite. Quand il raccrocha, Foster regarda Sarah sérieusement. La femme a mentionné quelqu'un qui devrait être tenu responsable de ce qui est arrivé à l'ami de Kowalski. Nous enquêtons sur cette embuscade depuis des mois. Il y avait plusieurs personnes dans la chaîne de renseignement qui ont traité l'information qui a conduit à l'embuscade de ce convoi. La plupart d'entre eux étaient des analystes de niveau inférieur qui ont fait des erreurs honnêtes. Mais il y avait une personne, un officier supérieur du renseignement, qui a falsifié des rapports pour couvrir ces erreurs. « Laissez-moi deviner, » dit Sarah. « Cet officier n'a eu aucune conséquence réelle. Il a été discrètement réaffecté à un poste de bureau. Pas de cour martiale, pas de réprimande publique. L'armée voulait garder le silence pour éviter des questions embarrassantes sur la façon dont notre système de renseignement pouvait échouer si gravement. » La mâchoire de Morrison était serrée de colère. « Je n'étais pas d'accord avec cette décision, mais ce n'était pas à moi de décider. »« Où est cet officier maintenant? » demanda Sarah. Foster et Morrison échangèrent un autre regard. « Il assiste à une conférence militaire en Allemagne. Il y aura plusieurs officiers de haut rang, beaucoup de sécurité. C'est le genre d'événement où l'on penserait que quelqu'un serait complètement en sécurité. » « À moins que quelqu'un ne soit prêt à tirer de 4000 mètres, » dit Sarah tranquillement.
d'une distance où la sécurité ne penserait même pas à regarder. Morrison se leva brusquement. Nous devons contacter les organisateurs de la conférence immédiatement. Augmenter la sécurité. Déplacer le lieu si nécessaire. Si Kowalski planifie ce que nous pensons qu'il planifie, nous devons l'arrêter avant qu'il ne gâche toute sa vie pour la vengeance. Il y a autre chose, dit Sarah, regardant de nouveau les calculs. Ces chiffres, ils ne sont pas juste théoriques. Kowalski a déjà trouvé sa position. Il sait exactement d'où il va tirer. Ces calculs sont spécifiques au terrain. Le vol vers l'Allemagne dura 14 heures avec une brève escale dans une base militaire en Grande-Bretagne. Sarah passa la majeure partie du voyage à examiner les dossiers de Kowalski, étudiant son dossier de service, ses scores de tir et les rapports d'après-action de l'embuscade qui avait tué son ami Danny Martinez. Plus elle lisait, plus elle comprenait la profondeur de la perte et de la colère de Kowalski. Martinez n'avait que 22 ans lorsqu'il était mort. Un jeune homme du Texas qui s'était enrôlé dans l'armée pour payer ses études. Les photos le montraient souriant, plein de vie. Lui et Kowalski avaient été partenaires pendant 2 ans, ce qui, dans les équipes de snipers, signifiait qu'ils se faisaient entièrement confiance. La mort d'un observateur n'était pas seulement la perte d'un coéquipier, c'était la perte de la personne qui vous protégeait, qui vous aidait à survivre. Le capitaine Morrison était assis en face d'elle dans l'avion de transport militaire, examinant également des dossiers. Il était resté silencieux pendant la majeure partie du vol, mais maintenant il leva les yeux et croisa son regard. « Vous devriez savoir quelque chose, dit-il. L'officier que Kowalski cible, son nom est Colonel Richard Vance. Je le connaissais il y a des années, avant qu'il ne devienne la personne qu'il est maintenant. C'était un bon officier, quelqu'un qui se souciait de ses soldats. Mais il est devenu politique, a commencé à se soucier plus de sa carrière que de faire ce qu'il fallait. Quand cette embuscade s'est produite, Vance était l'officier supérieur du renseignement qui aurait dû repérer les erreurs dans l'information. Au lieu de cela, il les a dissimulées pour se protéger. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Sarah. « Parce que je veux que vous compreniez que Kowalski n'a pas tort à propos de Vance. L'homme mérite d'être tenu responsable, mais le tuer n'est pas justice. C'est un meurtre, et cela détruira tout ce que Kowalski a accompli dans sa carrière. Je ne veux pas voir cela arriver. » Ils atterrirent sur un aérodrome militaire près de Munich au petit matin. Un convoi de véhicules attendait, comprenant la police allemande et des agents de la division des enquêtes criminelles de l'armée. Foster était déjà là, arrivé par un vol précédent. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. « Nous avons localisé la tour d'observation que Chen a identifiée, » dit Foster alors qu'il montait dans un véhicule de commandement. La police allemande a établi un périmètre au pied de la montagne, mais ils n'ont pas encore approché la tour. Nous voulions attendre votre arrivée. « Quelqu'un a-t-il vu Kowalski ?» demanda Morrison. « Aucune confirmation visuelle, mais il y a définitivement quelqu'un là-haut. Nous avons détecté des signatures thermiques de la tour et il y a eu des mouvements aux fenêtres. Qui que ce soit, ils sont en position et attendent. » La conférence devait commencer dans 4 heures. Le colonel Vance devait donner une présentation sur la coordination du renseignement à 15 heures. Le centre de conférence était un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres situé dans une vallée entourée de montagnes. C'était un endroit impressionnant, mais du point de vue de la sécurité, c'était un cauchemar. Il y avait des dizaines de positions surélevées qui pouvaient offrir des lignes de mire claires. Le véhicule de commandement traversa des routes de montagnes sinueuses, montant vers la tour d'observation. Sarah pouvait voir le centre de conférence en contrebas, de plus en plus petit à mesure qu'il prenait de l'altitude. Elle fit quelques calculs mentaux rapides. La distance était probablement proche de 4000 mètres, peut-être légèrement moins. Si Kowalski était vraiment là-haut, il avait choisi sa position parfaitement. Ils s'arrêtèrent à environ 1 kilomètre de la tour. La police allemande avait établi un point de contrôle et au-delà, la route était bloquée.
Morrison, Foster et Sarah descendirent avec plusieurs autres agents. L'air du matin était froid et raréfié à cette altitude. « Nous allons essayer d'établir le contact, » dit Foster. « Nous avons mis en place un équipement de communication. Nous appellerons la tour, verrons si nous pouvons lui parler. » Ils marchèrent le dernier kilomètre à pied, restant bas et utilisant le terrain pour se couvrir. Sarah n'était pas entraînée pour ce genre de travail sur le terrain et elle luttait pour suivre. Morrison le remarqua et ralentit son rythme pour correspondre au sien. Quand ils atteignirent une position à environ 200 mètres de la tour, ils s'arrêtèrent. La tour d'observation était vieille, construite au début du 20e siècle. Elle était faite de pierre et de bois, avec une plateforme d'observation circulaire au sommet. À travers des jumelles, Sarah pouvait voir du mouvement dans les fenêtres de la tour. Quelqu'un était définitivement là-haut. Foster sortit une radio avec un haut-parleur puissant. Il appela la tour, sa voix résonnant sur le flanc de la montagne. « Ryan Kowalski, ici l'agent David Foster de la Division des enquêtes criminelles de l'armée. Nous savons que vous êtes là-haut. Nous savons ce que vous planifiez. Nous devons vous parler. » Pendant un long moment, il n'y eut aucune réponse. Puis une voix revint, déformée par la distance, mais assez claire pour être comprise. « Il n'y a rien à discuter, Agent Foster. Vous savez ce que Vance a fait. Vous savez qu'il a fait tuer Martinez et 7 autres soldats. Et vous savez qu'il n'a eu aucune conséquence réelle. Quelqu'un doit réparer ça. » Morrison prit la radio. « Kowalski, ici le capitaine Morrison. Je comprends votre colère. Je comprends pourquoi vous faites cela. Mais tuer Vance ne ramènera pas Martinez. Cela ne réparera pas ce qui est brisé dans le système. Tout ce que cela fera, c'est gâcher votre vie et votre carrière. » « Ma carrière? » Le rire de Kowalski était amer. « Ma carrière a pris fin le jour où j'ai vu mon meilleur ami se vider de son sang dans le désert à cause de mauvais renseignements. Martinez allait se marier à son retour. Le saviez-vous? Il avait une fiancée qui l'attendait. Elle m'envoie encore des messages parfois, me demandant si je sais pourquoi il est mort. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Que l'armée a fait une erreur et que personne ne s'est suffisamment soucié de la réparer. » Sarah tendit la main vers la radio. Morrison parut surpris, mais la lui tendit. « Sergeant Kowalski, je m'appelle Sarah Chen. Je suis la technicienne en armement de la base. Nous avons parlé une fois de tir à canon froid et de calcul de vent. Il y eut une pause. Je me souviens de vous. Vous avez été utile. Vous n'avez pas posé de questions sur la raison pour laquelle j'avais besoin de ces informations. Je vous pose la question maintenant. Pourquoi 4000 mètres? Pourquoi vous poussez à faire un tir encore plus impossible? Parce que j'ai besoin que Vance sache. J'ai besoin qu'il comprenne que peu importe la distance où il pense être, peu importe à quel point il se sent en sécurité derrière sa sécurité et son rang, quelqu'un peut encore l'atteindre. J'ai besoin qu'il sache que les actions ont des conséquences. » Sarah regarda le centre de conférence loin en contrebas. Elle pouvait voir des gens arriver, des voitures s'approchant de l'entrée. Dans quelques heures, ce bâtiment serait rempli d'officiers militaires et de fonctionnaires. Si Kowalski tirait et manquait sa cible, il pourrait toucher quelqu'un d'innocent. « Vos calculs sont bons, » dit Sarah dans la radio. « Je les ai vérifiés, mais il y a toujours des variables que vous ne pouvez pas contrôler. Une rafale de vent au mauvais moment. Un changement de pression atmosphérique. À 4000 mètres, vous allez au-delà de ce qui est fiablement possible. Vous pourriez manquer. Vous pourriez toucher quelqu'un d'autre. Je ne manquerai pas. Comment pouvez-vous en être sûr? » Une autre pause. Quand Kowalski parla de nouveau, sa voix était plus calme. « Parce que je pratique ce tir depuis 6 mois. J'ai étudié cet endroit, ces régimes de vent, toutes les variables possibles. J'ai tiré des centaines de cartouches d'entraînement à des distances similaires. Je connais mon fusil mieux que je ne me connais moi-même. Je ne manquerai pas parce que je ne peux pas me permettre de manquer. C'est pour Martinez. Je dois réussir. » Morrison reprit la radio.
Ryan, écoutez-moi. Nous ne pouvons pas vous laisser prendre ce tir. La police allemande encercle cette position. Vous êtes piégé là-haut. La seule issue est de vous rendre pacifiquement. Je ne suis pas piégé, capitaine. J'ai une issue. J'ai toujours une issue. Foster tira Morrison à part, parlant à voix basse et urgente. Sarah ne put entendre ce qu'il disait, mais elle vit l'expression de Morrison s'assombrir. Il revint à la radio. « Ryan, nous avons évacué le centre de conférence. Vance n'est plus là. Nous l'avons déplacé dans un endroit sécurisé. Même si vous tirerez sur un bâtiment vide. » Il y eut un long silence depuis la tour. Sarah retint son souffle, espérant que cela suffirait à faire changer d'avis Kowalski. Puis Kowalski parla de nouveau, et Sarah entendit quelque chose de nouveau dans sa voix. Non pas de la colère, mais de la résignation. « Vous mentez, capitaine. Je peux voir des gens se déplacer dans ce bâtiment à travers ma lunette. Je peux voir du personnel de sécurité prendre position. Si vous aviez vraiment évacué, le bâtiment serait vide et le parking serait plein de voitures en partance. Vous essayez de me faire hésiter. » Morrison jura à voix basse. « Ryan, ne faites pas ça. Ne gâchez pas tout pour la vengeance. Martinez ne voudrait pas ça. Il voudrait que vous rentriez chez vous, que vous poursuiviez votre vie. Martinez est mort parce que quelqu'un a fait une erreur et que personne ne s'en est soucié. Je fais en sorte que les gens s'en soucient. Après aujourd'hui, l'armée y réfléchira à 2 fois avant de laisser des officiers incompétents se cacher derrière la politique et la bureaucratie. » Sarah attrapa de nouveau la radio. « Sergent Kowalski, je dois vous demander de m'écouter, d'un professionnel à l'autre. J'ai passé toute ma carrière à travailler avec des armes, à comprendre ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire. Je sais que vous êtes doué. Je sais que vous avez déjà fait des tirs impossibles, mais celui-ci est différent. Vous ne combattez pas seulement la physique et la distance. Vous combattez vos propres émotions. La colère affecte votre respiration, votre rythme cardiaque, votre jugement. Même le meilleur tireur peut manquer quand il est émotionnellement compromis. J'apprécie votre préoccupation, mademoiselle Chen, mais je ne suis pas compromis. Je suis concentré, plus concentré que je ne l'ai jamais été. Ce tir est tout ce à quoi j'ai pensé pendant des mois. C'est tout ce qui me reste. » Sarah entendit la tristesse dans sa voix et réalisa quelque chose. Kowalski ne prévoyait pas de s'échapper après avoir tiré. Il savait que c'était la fin de son histoire d'une manière ou d'une autre. Il était prêt à faire face aux conséquences. Morrison avait dû réaliser la même chose. Il regarda Foster, puis les policiers allemands qui attendaient à proximité. Une décision était en train d'être prise. « Nous allons devoir prendre la tour d'assaut, » dit Foster tranquillement, « avant que la conférence ne commence. Nous ne pouvons pas risquer qu'ils prennent ce tir. Si vous faites ça, des gens pourraient être blessés, » dit Sarah. Kowalski est armé et acculé. Il pourrait se battre. Nous n'avons pas le choix. L'arrestation fut silencieuse et professionnelle. Le capitaine Morrison et les agents de la division des enquêtes criminelles montèrent à la tour d'observation et Kowalski se rendit sans résistance. Ils confisquèrent son fusil et son équipement, prirent des photographies de son installation, puis l'escortèrent en bas de la montagne, menotté. La police allemande observa de loin, mais laissa l'armée américaine gérer ses propres affaires. Sarah suivit le groupe, se sentant vidée et émotionnellement épuisée. Elle avait convaincu Kowalski de se rendre, mais elle n'était pas sûre d'avoir fait ce qu'il fallait. Une partie d'elle comprenait son désir de justice, même si elle ne pouvait pas approuver ses méthodes. Au pied de la montagne, Morrison l'approcha pendant que d'autres agents sécurisaient Kowalski dans un véhicule. « Vous avez bien agi là-haut, » dit Morrison. « Vous lui avez peut-être sauvé la vie. Si nous avions dû prendre la tour d'assaut, les choses auraient pu très mal tourner. »« Que lui arrive-t-il maintenant ?» demanda Sarah. « Il sera transporté de nouveau aux États-Unis et fera face à une cour martiale. Désertion, absence non autorisée, potentiellement tentative de meurtre, selon la façon dont le procureur voudra gérer cela. Il risque une lourde peine de prison. »
Sarah regarda le véhicule transportant Kowalski s'éloigner. Est-ce que quelqu'un enquêtera sur ce qu'il a dit à propos du colonel Vance, sur les échecs du renseignement? L'expression de Morrison était sombre. C'est au-delà de mes attributions, mais je m'assurerai que son témoignage soit entendu. Ce qui est arrivé à Martinez et aux autres soldats, cela mérite d'être examiné correctement. Le vol de retour vers les États-Unis fut long et silencieux. Sarah passa la majeure partie du trajet à regarder par la fenêtre, pensant à tout ce qui s'était passé. En l'espace de 3 semaines, sa vie simple et prévisible avait été complètement bouleversée. Elle s'était retrouvée impliquée dans une enquête militaire, avait voyagé dans un autre pays et avait convaincu un soldat en détresse de ne pas faire un tir qui aurait changé sa vie pour toujours. Quand elle revint enfin à son atelier sur la base, tout semblait exactement pareil. Ses outils étaient là où elle les avait laissés. Les armes attendant l'entretien étaient toujours alignées sur le comptoir. Mais Sarah se sentait différente. Elle ne pouvait plus simplement baisser la tête et redevenir invisible. Au cours des semaines suivantes, elle apprit ce qui se passait avec l'affaire Kowalski par le capitaine Morrison, qui la tenait informée. La cour martiale était prévue dans 3 mois. Kowalski avait été désigné un avocat militaire qui semblait sincèrement intéressé par son cas. L'enquête sur les échecs du renseignement qui avaient conduit à la mort de Martinez avait été rouverte et le colonel Vance était interrogé. Sarah fut appelée à témoigner à la cour martiale. Elle raconta au panel d'officiers l'expertise technique de Kowalski, les calculs qu'il avait faits et leur conversation dans la tour d'observation. Elle essaya de transmettre non seulement les faits, mais la douleur et la perte qui l'avaient poussée à de tels extrêmes. Le procès dura 2 semaines. Kowalski plaida coupable de désertion et d'absence non autorisée, mais non coupable de tentative de meurtre, arguant qu'il s'était rendu avant de tirer. Des témoins furent appelés, y compris des soldats de son unité, qui parlèrent de son caractère et de sa relation avec Danny Martinez. La mère de Danny Martinez témoigna en larmes de son fils et de la façon dont Kowalski avait été comme un frère pour lui. L'accusation dépeignit Kowalski comme un justicier dangereux qui avait fait cavalier seul. La défense le présenta comme un soldat dévoué qui avait été trahi par sa chaîne de commandement et poussé à des mesures désespérées par le chagrin et la colère. Sarah assista à chaque jour du procès. Assise au fond de la salle d'audience, elle vit Kowalski dans son uniforme de cérémonie, se tenant droit et assumant la responsabilité de ses actes. Elle vit la douleur dans ses yeux lorsque la mère de Martinez parla. Elle le vit lutter pour maintenir son sang-froid lorsqu'ils montrèrent des photographies de son ami. Le dernier jour avant le prononcé de la sentence, Kowalski eut l'occasion de prendre la parole. Il se tint devant le panel d'officiers, sa voix ferme et claire. « J'assume l'entière responsabilité de mes actes. J'ai déserté mon poste. J'ai fait défaut pendant des mois. J'ai prévu de tuer un homme et je l'aurais fait si Mademoiselle Chen ne m'avait pas raisonné. Je ne nie rien de tout cela, mais je veux que cette cour comprenne pourquoi je l'ai fait. Danny Martinez était mon frère à tous égards. Nous nous faisions confiance avec nos vies chaque jour. Quand il est mort à cause des erreurs de quelqu'un d'autre, des erreurs qui ont ensuite été couvertes pour protéger des carrières, quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pouvais pas accepter que sa mort ne signifiait rien. Je ne pouvais pas accepter que personne ne soit tenu responsable. Ce que j'ai fait était mal, je le comprends maintenant, mais j'espère que cette cour reconnaîtra également que ce qui a été fait à Danny Martinez et aux 7 autres soldats morts ce jour-là était également mal. Ils méritaient mieux de l'armée qu'ils ont servi. Leurs familles méritaient mieux. Et si mes actions, si ce procès, si tout cela conduit à une réelle responsabilité et à un réel changement, alors peut-être que quelque chose de bon pourra en ressortir. Je suis prêt à accepter toute punition que cette cour jugera appropriée. Mais je ne m'excuserai jamais d'avoir aimé mon ami, d'avoir exigé justice pour lui, ou de croire que l'armée devrait mieux protéger ses soldats qu'elle ne l'a fait. Le panel délibéra pendant 2 heures. À leur retour, ils annoncèrent leur sentence.
5 ans de prison militaire avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. Libération déshonorante de l'armée. Perte de tous les avantages militaires et de son grade. C'était sévère, mais cela aurait pu être pire. Le procureur avait demandé 10 ans. Sarah vit le soulagement traverser le visage de Kowalski avant qu'il ne se reprenne. Après la sentence, Sarah parla brièvement avec l'avocat de Kowalski. « Que devient l'enquête sur le colonel Vance ?» demanda-t-elle. L'avocate, une femme d'âge mûr aux yeux perçants, sourit légèrement. « C'est en cours. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais disons simplement que le témoignage de Ryan a ouvert des portes que certaines personnes auraient préféré garder fermées. Vance est sous sérieuse surveillance maintenant. Il fera probablement face à sa propre cour martiale dans les prochains mois. » Sarah hocha la tête satisfaite. Ce n'était pas une justice parfaite, mais c'était quelque chose. Elle fut autorisée à avoir une brève conversation avec Kowalski avant son transfert à la prison militaire. Ils parlèrent à travers une cloison de verre, utilisant des téléphones pour communiquer. « Merci, dit Kowalski, d'être venu à cette tour, de comprendre. »« Je ne suis pas sûr de comprendre, » admit Sarah. « Mais je sais que vous souffriez et je sais que vous aimiez votre ami. Ça, je le comprends. Le tir que je planifiais, les calculs que vous m'avez aidé à faire, pensez-vous que j'aurais pu le faire? » Sarah réfléchit attentivement à la question. « Honnêtement, je pense que vous auriez pu. Les conditions ce jour-là étaient presque parfaites. Vent léger, visibilité claire, température stable. Vous aviez fait vos devoirs. Mais il y a toujours une part de chance impliquée à cette distance. Toujours des variables que vous ne pouvez pas contrôler. Vous auriez pu réussir ou vous auriez pu manquer de quelques centimètres. Nous ne le saurons jamais. Peut-être que c'est mieux, dit Kowalski. Peut-être que c'est mieux de ne pas avoir à vivre avec le fait d'avoir réellement appuyé sur la gâchette. Je pense que oui. De cette façon, vous pourrez éventuellement poursuivre votre vie. Et dans quelques années, vous sortirez de prison. Vous serez encore jeune. Vous pourrez construire quelque chose de nouveau. Et vous? Retournez-vous à votre atelier, à votre vie tranquille? Sarah sourit. Je ne pense pas que ma vie sera tranquille de nouveau. Le capitaine Morrison m'a offert un poste à la division des enquêtes criminelles, faisant de la consultation technique sur les affaires d'armes. J'y pense sérieusement. Vous devriez. Vous êtes doué pour ça, mieux que vous ne le réalisez probablement. Ils parlèrent encore quelques minutes avant que les gardes ne viennent emmener Kowalski. Sarah le regarda partir. Le soldat habile qui avait été poussé à des mesures désespérées par le chagrin et la colère. Elle espérait qu'il trouverait la paix un jour. 3 mois plus tard, Sarah apprit que le colonel Vance avait été jugé par une cour martiale et déclaré coupable de falsification de rapports de renseignement et de manquement au devoir. Il fut destitué de son grade et déshonorément libéré de l'armée. Ce n'était pas la même chose que ce que Kowalski avait prévu, mais c'était une reddition de compte. Le système avait finalement fonctionné, même s'il avait fallu des circonstances extraordinaires pour que cela arrive. Sarah accepta le poste à la division des enquêtes criminelles de l'armée. Elle continuait à entretenir des armes, mais maintenant elle consultait également sur des affaires impliquant des armes à feu, la balistique et les enquêtes sur les tirs. Son expertise était valorisée, et elle trouvait le travail stimulant et significatif d'une manière que son ancien emploi n'avait jamais été. Parfois, elle pensait à ce jour dans la tour d'observation, aux tirs qui n'avaient jamais été effectués. Kowalski avait été au bord de l'histoire, sur le point de réaliser un exploit qui ne serait peut-être jamais reproduit. Mais il s'était retiré de ce bord, choisissant la vie plutôt que la vengeance, choisissant de faire confiance au système une fois de plus. Sarah resta en contact avec le capitaine Morrison, qui était devenu une sorte d'ami. Il lui raconta que l'armée avait mis en œuvre de nouvelles procédures de surveillance pour les opérations de renseignement, en partie en réponse à l'affaire Kowalski. C'était un petit changement, mais c'était quelque chose. La mort de Danny Martinez avait finalement conduit à des réformes qui pourraient prévenir de futures tragédies similaires.
À l'anniversaire de la mort de Martinis, Sarah se rendit au cimetière national d'Arlington où il était enterré. Elle déposa des fleurs sur sa tombe et resta là un moment, pensant à l'enchaînement d'événements que sa mort avait déclenché. Un jeune soldat tué dans une embuscade. Un meilleur ami poussé à des mesures désespérées par la vengeance. Une enquête qui avait exposé les défaillances du système. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, une technicienne en armement qui voulait juste vivre une vie tranquille s'était retrouvée à faire la différence. Alors que Sarah retournait à sa voiture, son téléphone sonna. C'était Morrison. Chen, j'ai un autre dossier qui nécessite votre expertise. Êtes-vous disponible? Sarah sourit. Envoyez-moi les détails, je vais y jeter un œil. Sa vie n'était plus tranquille.